Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je crois qu'il n'y a rien de plus significatif ni de plus percutant pour décrire la situation actuelle de l'Algérie que ce titre du journal français Le Point. Je cite, « Algérie, le président a disparu ». Fin de citation. Regardez cette petite revue de presse. Le Figaro International, l'Algérie encore en roue libre, sans président. Le Point, Algérie, le président a disparu. Courrier International, humour. Il était une fois le retour du président algérien dans son pays. Afrique.com, Algérie, Tebboune, les langues se délient. France 24, l'Algérie plongée dans l'incertitude après un mois d'absence du président Tebboune, positif au Covid-19. Financial Afrique, Algérie, forte spéculation sur la santé du président Tebboune. Le Figaro Économie, Algérie, l'opacité demeure après un mois d'absence du président Tebboune. Le Parisien, Algérie, les 5 semaines d'absence du président alimentent les rumeurs. RFI, Algérie, la crainte d'une paralysie après un mois d'absence du président Tebboune. Express, Algérie, allô, tout va très bien, monsieur le président, l'opacité demeure. TV5 Monde, Algérie, l'opacité demeure après un mois d'absence du président Tebboune. Le Télégramme, Algérie, la malédiction du pouvoir. L'Algérie est donc devenue le point de mire de la presse mondiale. Fini le blackout et fini le huis clos habituel que le régime s'achetait en bon argent. Le roi est nu, désormais. Il semble bien que ça ne va pas se passer comme du temps de Bouteflika. À plus forte raison que le nerf de la guerre, qui a permis l'outrecuidante prise en charge de la présidence algérienne, n'est plus disponible. Plus d'argent pour acheter la complicité de la presse étrangère, plus d'argent pour convoquer les complimenteurs et autres alacritomanes, encore moins pour maintenir un semblant de cohésion au sein des bandes rivales qui composent la mafiocratie. Jamais le régime n'a été plus dénudé, plus fragile, plus divisé, plus inefficient. Il a fallu juste que les ressources hydrocarbures tombent en panne pour que tout le pays tombe en panne. Au point où des millions d'Algériens ne parviennent même plus à faire face à leurs besoins les plus élémentaires. Selon un institut de sondage algérien, le confinement commence à faire ressentir ses effets. Un tiers des ménages algériens, ne parvient plus à subvenir à ses besoins. Mais il n'y a pas que le confinement et ses effets. Ce sont tous les rouages de l'État qui semblent s'être paralysés. Blocage général et un vide brutal, non seulement à tous les niveaux de l'administration, mais aussi dans les habituels relais politiques. Non seulement il semble qu'il n'y ait plus personne pour faire face aux urgences de l'heure, mais même les habituels relais du régime, qui avaient pour mission de mentir à l'opinion publique, de mentir seulement, semblent s'être vitrifiés. La situation est extrêmement préoccupante. Tebboune est absent depuis plus de 45 jours, un mois et demi. Et personne ne sait ce qu'est son état véritable, ni ce que le régime va décider de faire, ni ce qu'il est en train de faire, là, maintenant, en ce moment. On nous a dit que c'est un cas de Covid et que son état de santé ne suscite pas d'inquiétude. Or, si cela était le cas, il aurait fait une déclaration. On nous l'aurait montré, même dans son lit, même sur un fauteuil roulant. Son état est donc beaucoup plus grave qu'on ne nous l'avoue. Et il ne faut pas être grand clerc pour comprendre qu'il est politiquement fini, M. Tebboune. De l'avis d'observateurs avertis, il est déjà, M. Tebboune, un président
sortant, dans le meilleur des cas. Les faiseurs de président sont déjà en train de préparer la succession. Le casting a commencé, sauf que la guéguerre qui les divise ne leur permet pas de se mettre d'accord sur le prochain désigné. C'est cela qui explique le retard à instrumentaliser le Conseil constitutionnel pour mettre sur les rails la procédure d'empêchement. Il est important, en effet, de rappeler que le Conseil constitutionnel, comme toutes les autres institutions du pays, est un bidule comme les autres, sans aucune vraie indépendance. Et comme tous les autres bidules, ses membres sont doigts sur la couture du pantalon à attendre ce que les chefs de l'armée leur demanderont de faire. Une chose semble néanmoins certaine. Cette fois-ci, les décideurs ne vont pas nous jouer un autre feuilleton, Bouteflika saison 2. Ils n'en ont plus les moyens, ni encore moins la cohésion, ni encore moins un noyau dur de décideurs. Une autre certitude est que cette fois-ci, ils vont très certainement opter pour un fantoche relativement jeune, qui ne risquera pas de leur claquer entre les doigts et de les laisser au milieu du gué, comme avec Tebboune. Et ce ne sont pas les jeunes candidats qui leur manqueront. Un grand nombre parmi ceux-ci, de jeunes politicards aux dents longues, sont déjà là, à piaffer dans les alentours, et qui ont déjà commencé à envoyer des signaux d'allégeance à qui voudra d'eux. Et ils ne font pas que piaffer d'impatience ces gens-là. Ils ne se refusent aucun moyen pour entrer dans les bonnes grâces des décideurs. C'est cela qui explique ce carnaval de déclarations tout aussi zélées les unes que les autres de ces opportunistes qui ont senti le vent tourner et qui rêvent, tout éveillés, d'entrer dans le cénacle des nominés, des lahlahin, des qazzabin, des chiyatin. Ils savent que le quart d'heure va se jouer maintenant. Pour qui sera le futur fantoche des généraux et des protecteurs des généraux. Mais ils se trompent lourdement. L'Algérie n'est plus ce qu'elle a été pendant 60 ans, avant le 22 février 2019. Et elle ne le sera plus jamais. Et si ces généraux croient qu'il suffit maintenant de choisir un jeune pour tromper le peuple algérien, le peuple algérien leur a déjà répondu que le futur président ne sera pas choisi par les généraux, mais par le peuple. Et le peuple connaît les siens. Il sait qui est de son côté et qui est prêt à tout accepter pour servir de carpette aux généraux. Tebboune aura été le dernier président désigné par les généraux. حر للممات لو كان ما جابوا الحرية عمرها لا جات شم ريحة الأرض تفهم باللي بالدم نسقات جايبين الحرية ما بقاش قد اللي فات الشعب تعب طوال اللعب السوسة زايدة كلانا الهم وحب الماستر قرب لا فايدة في قلوبنا نايدة لا بريزون فايدة حرية منوطي والمحاكمة حامضة عدالة مغمضة حالتك يا بلادي مريضة مازالهم يضربوا فيا باش نبقى بعيدة ونعلي الراية البيضة بديتو نتوم علينا ياك الحرب الباردة شبيبة مرمدة لا مافيا مقبضة ضربوك بخوك والخاوة على بعضها حقدة لالا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي ولاد الحومة قاع يسقسو مدامة بنتي لالا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي ولاد الحومة قاع يسقسو مدامة بنتي
Ma rébellion crie dans mes veines. Donna Victoria dans mes gènes. Donna Victoria, êtes-vous là, êtes-vous réveillés? Ça fait un bail qu'on vous attend, nos destins liés. Donna Victoria, êtes-vous là, êtes-vous réveillés? Ça fait un bail qu'on vous attend, nos destins liés. Oh, Donna Victoria. Oh, Donna Victoria. لالا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي بلاد الحومة قاع يسقسو مدامة بنتي لالا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي بلاد الحومة قاع يسقسو مدامة بنتي تمشي في الدم الحرية. Algérie, un vide abyssal. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici, sur le plateau, Farida Hamidi, psychologue clinicienne, hérakiste. Merci d'être avec nous, Farida. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Ouhab Hamidi, consultant en finance et analyste politique. Merci d'être avec nous, Ouhab. Merci Jamal, bonsoir à vous. Bonsoir à tous vos invités. Alors, depuis Wahran, Belkacem Naïd Saleh, avocat, analyste politique, merci d'être avec nous, maître Naïd Saleh. Merci à vous et bonsoir à vous et à vos invités et à l'ensemble des téléspectateurs. Merci beaucoup. Zoubida Assou nous rejoindra tout à l'heure. Zoubida Assou qui est avocate, présidente de l'UCP. Alors, mes chers amis, donc voilà, M. Tebboune totalement absent, la fameuse constitution, le fameux projet d'amendement qui n'a pas été promulgué, M. Tebboune dont personne ne sait ce qu'il devient, ce qu'il est, ce qu'il va devenir, des rumeurs les plus folles qui courent sur son état de santé, mais pas seulement, aussi sur la succession ouverte de M. Tebboune, dont il semble qu'il était déjà zappé par les décideurs qui sont en train de faire le casting pour se trouver un autre fantoche, un autre président qu'ils vont encore une fois, croit-il, pouvoir imposer aux Algériens comme ils l'ont fait pour M. Tebboune. Alors, Farida? Sincèrement, oui, c'est assez déconcertant. C'est assez déconcertant de voir à quel point peut-être c'est une manière de mépriser encore une fois le peuple. Hein. Moi, je reviens toujours à cet aspect-là des choses, en fait, de ne pas dire, d'infantiliser le peuple. Cette manière de garder une boîte noire, en fait, où eux, ils savent, le peuple, non. Là, on est en train de parler en dehors de Tebboune. Hein. Là, ce n'est pas Tebboune qui est en question, c'est la vacance d'un poste de la plus haute fonction de la République. C'est le président de la République qui est vacante, en fait, une place vacante. Et en fait, on a l'impression qu'on est un peu... Enfin, c'est une malédiction. On est condamné à avoir des gens en chaise roulante ou malades, ou incompétents, ou dans les plus hautes fonctions de l'État. Donc, peut-être l'occasion pour nous de faire les constats, parce que vous parliez d'institutions, de république, du président, du chef de l'État. Dans un pays moyennement honorable, où il y a des institutions, où il y a un chef de l'État, ça ne peut pas se passer comme ça. Non. La moindre des choses, c'est qu'on ne peut pas décider entre soi comme ça, à grenouiller des solutions, pendant que tout un peuple est mis à l'écart, comme s'il n'était pas concerné. Tout à fait. Et on ne se rappelle de lui que le jour où on lui demande d'aller voter, c'est valé. Et même s'il ne vote pas, on lui sort quand même quelqu'un de la casquette, pas du chapeau. Voilà. Donc ils sont en train de démontrer eux-mêmes
que ce n'est pas une république. Ben non, ça ne l'est pas. Ça l'est pas. Et en tout cas, en leur présence, ça ne l'a jamais été. Et le peuple est dans la rue depuis tout ce temps-là, justement, pour reprendre ce qui est à lui et pour s'approprier, justement, quelque chose qui s'appelle une république, justement, pour la rétablir ou pour la réinventer, tout simplement. Parce que dire une république alors qu'elle n'a jamais existé, en fait, là, on est dans la construction, dans la refondation totale. On n'est pas du tout dans la reproduction, parce que si on tombe dans ce piège-là, c'est de reproduire un système qui ne fonctionne pas. Quelque chose qui ne fonctionne pas, bah, au bout d'un moment, il faut la remplacer par quelque chose qui fonctionne, une régénérescence complète du système. Et là, en dehors du fait de parler de décider dans leur coin, effectivement, même dans les plus grandes démocraties, il y a des décisions où, voilà, ça se fait entre personnes qui connaissent le système, la politique, comment ça fonctionne. Là, on n'a pas communiqué une seule fois sur l'état du président, désigné, voilà, malheureusement, on est obligé de dire le mot derrière parce qu'effectivement, le peuple le considère comme illégitime de toute façon dès le départ. Mais dans des pays, comme vous dites, où il y a une démocratie, où il y a une république qui se respecte, on communique sur la santé du président. Aux États-Unis, Trump, avant qu'il ne soit battu par Biden, il a attrapé le Covid. Lui, c'était aussi une stratégie de communication, mais vite, il a communiqué avec son peuple, ils ont vu son état. Par contre, à propos de Tebboune, on nous a servi des mensonges, comme d'habitude, sur son état. Donc, c'est dire à quel point il continue à nous prendre vraiment pour des abrutis. Et c'est le mot, parce qu'après tout ce que le peuple a démontré, en fait, comme conscience politique et comme un désir déterminé de vouloir un changement radical, mais vraiment radical, ils continuent dans leur... mais une folie, un clivage, une schizophrénie généralisée, une aliénation vraiment globale du système, à nous servir une soupe, mais immangeable. C'est pas comestible ce qu'on nous sert. Wahab, justement, peut-être que le moment est venu de nous poser la question, parce que c'est vrai, si nous avions affaire à une république, elle est ce qu'elle est, elle est ce qu'elle est. C'est une mafiocratie, mais si c'était réellement une république, s'il y avait des institutions, entre autres le Conseil constitutionnel, entre autres le chef de l'État, la République, le pouvoir exécutif, l'incarnation du peuple qui l'aurait élu, ça ne se passerait pas comme ça. Donc est-ce que le moment ne serait pas venu de faire le constat pour d'abord commencer à dire « Yajma'a », commençons à nous mettre d'accord, ce n'est pas une république, ce n'est pas un président de la République, ce ne sont pas des institutions, ce n'est pas un conseil constitutionnel, tout ça c'est des façades en trompe-l'œil. Alors commençons d'abord par balayer tout ça pour dire qu'on ne parle même pas de deuxième république puisqu'il n'y a pas eu de première république. Je partage entièrement ce que vous venez d'avancer, Jamel, parce que par rapport à cette façade, ce qu'on appelle la façade civile. En fait, cette façade civile qui est construite, ce qu'on appelle une façade civile, avec des attributs démocratiques. Donc, vous l'avez dit, un conseil constitutionnel, un chef de l'État, un parlement, un Sénat, voilà, une presse privée. Donc, tous les attributs d'une démocratie, ils sont réellement présents. Mais pour la démocratie en elle-même, toute cette façade ne construit pas une démocratie, réellement, parce que le vrai pouvoir, en fait, dans un État, il y a le pouvoir, il y a le peuple, il y a le territoire. Donc le vrai pouvoir, on sait bien qu'il est ailleurs. Donc il n'est pas dans cette façade visible. Oui. Il est complètement ailleurs et il fonctionne d'une manière opaque. C'est ce qu'on appelle les décideurs, entre crochets, mais c'est un terme qui revient souvent. Et ces décideurs, on sait bien que c'est les militaires, un collège de généraux influents, parce que pas tous les généraux, donc voilà, c'est certains généraux influents. Absolument. Et même des fois, on a vu le rôle joué par Nazar l'année dernière, donc même des généraux à la retraite, mais qui continuent. Et d'autres relais, des hommes d'affaires et tout, qui constitue et peut-être ce aussi collège des relais internationaux aussi. Donc tout ça fait ce qu'on appelle les décideurs. Donc ces décideurs ont construit, c'est un héritage qui remonte à l'après-indépendance, qui a fait que
il y a tout ce régime qui a été constitué comme ça, maintenant qui arrive à une limite naturelle et la preuve par rapport à tous ces blocages. Donc, il y a, en dehors du fait, vous avez bien cité la différence entre le président de la République et le chef de l'État. Oui. Donc, on a vu cette concentration de pouvoir qu'on a donnée au chef de l'État, parce que les décideurs, ils dirigent, mais ils n'aiment pas gérer. Oui. Quand on délègue la gestion à des technocrates cooptés ou choisis pour gérer les affaires de l'État. Oui. Y compris le chef de l'État qui a été coopté, choisi, parce que facilement, on sait bien le profil, on essaie toujours de choisir un profil. Quelqu'un qui est manipulable et qui ne peut pas se retourner contre eux. Oui. Et donc, on a vu le blocage des institutions. Enfin, le chef de l'État qui n'est pas là et qui concentre beaucoup de pouvoir dans la régulation des affaires de l'État, par rapport aux nominations, par rapport au fonctionnement de l'administration. Donc, on est dans un blocage. Et vous avez cité un autre organisme de cette façade civile, c'est le Conseil constitutionnel. Oui. Normalement, aujourd'hui, c'est 45e jour que le chef de l'État est absent. Oui. Ou un peu plus même, je crois. Un peu plus. Oui. Normalement, il doit s'autosaisir le Conseil constitutionnel pour constater une vacation un vide dans la conduite de l'État. Voilà, dans la conduite de l'État. Oui. Mais on a vu que mais vous savez que le Conseil constitutionnel, comme du temps de Bouteflika, pour arriver à ça, oui. Donc il ne s'était pas autosaisi. On se rappelle bien que l'article 102, pour qu'il soit activé, il y a eu 2 fois. Oui. Il y a eu le mardi le mardi 27 décembre, je ne me rappelle plus où il était le discours de Ouerguila Wakila. C'était la première fois que Gaïd Salah demandait à l'application de l'article 102. Oui. C'est le chef d'état-major qui demande. Oui. Après, il y a eu une deuxième réunion quand il est au ministère de la Défense. C'était le samedi 30 mars, où il réitère une deuxième fois d'appliquer l'article 102. Oui. Oui. Donc on voit bien que finalement... le Conseil constitutionnel, de toute façon, du temps de Meddel, si vous vous rappelez, l'ex-président du Conseil constitutionnel, Saïd Bouteflika l'avait fait nommer juste après l'AVC de son frère, si vous vous rappelez. Dès que Bouteflika a eu... Il a remplacé, il a mis quelqu'un de sûr, quelqu'un de la famille, pour ne jamais convoquer l'article 102. Et ceux qui sont aujourd'hui au Conseil constitutionnel, pareil. Oui, même en 2019, il y a eu, juste après l'annonce de Bouteflika, sa candidature, oui. Il y a eu le changement de la présidence du Conseil constitutionnel. Oui, oui. Donc en 2019. Et rappelez-vous que le Conseil constitutionnel, Abdelaziz Bouteflika, devait remettre sa lettre et signer. Oui, voilà. Et Delci a joué le jeu, il a fait comme si de rien n'était. Mais alors, d'abord, nous allons demander à Belkacem Naïd Saleh. Belkacem Naïd Saleh, pour rester un peu dans ces eaux-là pour le moment, c'est vrai que, comme l'a soulevé Farida Hamidi, finalement, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de République, il n'y a pas d'institution. Pourquoi est-ce que nous tous ne commencerions-nous pas d'abord à essayer de faire table rase de toutes ces... C'est un peu, vous savez, ça me rappelle un peu les studios Hollywood, les westerns, là, quand vous êtes dans la rue, là où ils font le duel, les cow-boys, vous voyez les façades, là, des saloons, des choses, mais que derrière, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Il n'y a que des façades. C'est un peu comme ça, nos institutions. Il y a des institutions avec les ordres de la République, les flancs-flancs, les tapis rouges, les cérémoniaux et tout, mais derrière, il n'y a rien, ni une souveraineté populaire, ni une véritable élection, ni de véritables représentants du peuple, ni de véritables prérogatives. Il n'y a que la casquette, il n'y a que les généraux qui se font obéir par claquement de doigts comme ça, et tout le monde est doigt sur la couture du pantalon. Tout d'abord, il faut être précis. Nous sommes une république selon la définition du droit international. La République algérienne, elle est reconnue sur le plan international, elle existe en tant qu'entité. Ça, c'est une explication purement juridique. Maintenant, il y a un problème fondamental que, selon vos intervenants, on peut le résumer de la crise politique.
Et cette crise politique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis le 5 juillet 1962. Cette manière de faire, cette manière de mettre sous tutelle tout un peuple, sans mémoire, sa géographie, son histoire, nous a mené à la catastrophe que nous vivons actuellement. Maintenant, il y a une impasse. Nous avons un problème depuis toujours, vu qu'on a toujours ignoré, on a voulu régenter la société algérienne, on a exclu l'élément fondateur qui est le peuple. Il n'y a pas d'État sans le peuple. L'État ne se fera pas contre le peuple, elle ne se fera pas sans le peuple. Selon le logiciel des générations post-indépendantes, ils avaient une manière, une façon de voir, ils avaient toujours cette manière hautaine de voir le peuple. Le peuple n'était pas considéré. Or, à partir de 22 février 2019, il y a eu une éruption. L'élément fondateur de ce pays, qui est le peuple, a fait éruption dans l'équation politique. Et à partir de là, il a commencé à exiger de se réapproprier son pays, de se réapproprier son droit à l'autodétermination, à déterminer la manière, les outils, les institutions par lesquelles l'État soit gouverné. Maintenant, il y a un problème. Nous avons toujours dit, dès le départ, nous avons toujours eu des réserves concernant la manière de voir les choses. Le peuple réclamait un changement radical, selon des outils bien clairs, selon un calendrier bien clair. Alors, on nous a apporté un nouveau menu qui était une manœuvre, essayer de vouloir opérer un changement superficiel. Le problème actuel, nous ne pouvons pas résoudre la crise politique sans avoir un schéma institutionnel clair et précis qui construit le contrat démocratique entre la société algérienne et ses institutions. Maintenant, nous sommes dans une impasse. Il n'y a pas de solution. Nous savons dès le départ qu'il n'y avait pas de solution. Le pouvoir réel ou cette façade civile n'avait pas ni la faculté, ni des capacités, ni des moyens de résoudre la crise politique. La crise politique, elle se fera entre le pouvoir réel et la société algérienne. Avec le peuple, elle ne se fera pas contre le peuple. C'est une manière totalement obsolète de voir les choses. L'Algérie de 2020 ou 2019 ou de l'Algérie actuelle est une autre Algérie. L'Algérie après 50 Oui, mais Maître Naït Saleh, j'entends très bien ce que vous dites et mes invités qui sont là aussi, qui étaient en train de hocher de la tête, qui vous suivaient très bien, qui sont d'accord avec vous. Mais entre vouloir et faire, il y a un monde. Comment faire pour que ça s'arrête? Vous étiez en train de dire que c'est un pouvoir qui a mis l'Algérie sous tutelle depuis 1962. Et que depuis, à part les façades là en trompe-l'œil, il n'y a rien derrière. Il n'y a ni volonté populaire, ni souveraineté populaire, ni démocratie, ni république, ni rien. Alors, depuis le 22 février, les Algériens sont sortis dans la rue. Ils ont crié très fort pendant plus d'une année et demie, de la façon la plus pacifique qui soit. Mais ce régime a tenu bon. Et puis, il a été sauvé par l'aubaine du corona. Et il est toujours là, à vouloir faire ce qu'il veut. Et maintenant, nous apprenons, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute, qu'ils sont en train de se réunir pour se mettre d'accord, de se rabibocher sur notre dos, pour essayer de nous désigner un autre fantoche, comme ils l'ont fait pour Tebboune, et ça va repartir pour un tour. Donc, comment faire pour essayer de mettre en place quelque chose, une dynamique qui puisse arrêter les dégâts? Nous ne pouvons pas continuer ainsi indéfiniment. Il est tout à fait évident faire un petit peu acte d'intelligence et de génie. Nous ne sommes pas, il faut être honnête avec soi-même. Les deux partis, que ce soit le peuple ou l'autorité réelle ou le pouvoir réel, ne sont pas encore sortis du choc de 1992. On est toujours dans ce choc. C'est pour cette raison qu'il y a de part et d'autre cette méfiance. Ça veut dire que le peuple ne fait pas confiance au pouvoir réel et le pouvoir réel ne fait pas confiance. On n'est pas sorti, le pouvoir réel n'est pas encore sorti du choc de 92. Nous avons vécu 10 années
de guerre civile, nous avons vécu un drame humain inestimable, nous avons vécu une opération de destruction inqualifiable et nous avons par la suite vécu 20 années de gabegerie, 20 années de je ne sais quoi, comment dire, de destruction de la société et de l'État. Ce qui restait de l'État algérien, avec un Bouteflika qui est venu et se venger de cette Algérie-là, parce qu'il n'a jamais accepté que le peuple ne puisse pas suivre sa manière de faire. Le peuple algérien est un peuple, vu son histoire et sa géographie, est un peuple qui a toujours inscrit son nom dans l'histoire de l'humanité. Adviendra que pourra ce qu'ils pourront dire ou ce qu'ils pourront faire, l'Algérie actuelle, les deux parties vivent dans le choc. Il faut jeter les passerelles. Il faut expliquer à la génération post-indépendante de compétences au sein de l'institut qui est militaire et qui a compris qu'il faut jeter les passerelles avec la société. Je vous dis qu'ils ont compris que le changement est inévitable. Cependant, il y a des manières, il y a des habitudes, il y a des privilèges, il y a des intérêts. Vous ne pouvez pas faire table rase. On nous a construit des élites et une oligarchie. Bouteflika a fait ce que personne n'a pu faire. Même le colonialisme n'a pas pu apporter une destruction massive dans ce pays. 20 années de destruction massive, il n'y a aucun repère. Il faut construire les passerelles. Le changement arrivera. Maintenant, il y a une impasse. Ils n'arriveront jamais à imposer qui que ce soit. Maintenant, le peuple a fait une élection. Il veut s'approprier son pays, sa richesse, sa dignité. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Ils le savent que le changement est inévitable. Et restez avec nous, Belkacem Naïd Saleh. Je reviens à vous dans un moment. Alors, mes chers amis, ce que nous dit Maître Naïd Saleh, ils n'arriveront pas cette fois-ci à imposer. Mais nous allons revenir sur d'autres points plus juridiques, plus circonstanciels. Mais pour continuer à parler un peu de la situation globale, oui. Vous pensez qu'ils ne parviendront pas cette fois-ci à imposer un autre Tebboune? Non. Ah bon? Non, ils ne pourront pas. Pourquoi ils ne pourront pas? Et en fait, tout a été ponctuel, hein, finalement. Si on regarde bien, Rah Bouteflika, Jebou Tebboune, Madarch Alih El-Am. Le truc, c'est que j'ai l'impression que ils ne retiennent pas la leçon. Mais cette fois-ci, ils vont choisir un jeune qui ne va pas leur claquer entre les doigts. En fait, ce qui se passe maintenant, c'est que le peuple a pris son destin en main. Il est acteur de son futur, de la construction de son pays. Il veut participer à ça. Pardon. Le peuple a pris son destin en main le 22 février. Oui. Or, Tebboune a été élu le 12 décembre. Effectivement. Donc, prenez votre destin en main ou pas. Moi, je vous impose. Ils l'ont imposé, ils ont réussi. Il y en a même qui saluent, qui disent le président, c'est le président de la République. Gilles Jadid, par exemple. Oui. Là, dans cette émission, il dit non, mais qu'on le veut ou non, il faut faire avec. Donc, demain, ils vont choisir quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, ils vont choisir un jeune tout pimpant. Il va arriver, il dit oui, on va faire avec. C'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Tebboune, s'il n'y avait pas la pandémie du Covid, il ne serait pas resté. Parce que Chab, quand il est passé de force, quand ils ont fait un passage en force, en fait, le 12-12, après, c'est là où il faut être critique. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est que quand on fait quelque chose, on voit qu'elle a marché à moitié, ou même parfois qu'elle a marché, hein, il y a un feedback, il y a un retour sur soi. On ne s'améliore pas si on ne fait pas son autocritique. Il ne suffit pas de s'applaudir et de se dire tout a bien fonctionné, on a super bien. Bien sûr qu'il ne fallait pas arrêter le hirak. Maintenant, ils ont joué sur des cordes, ils ont repris, ils avaient déjà les manettes, hein, ils savaient très bien là où il fallait appuyer, la peur. Donc avec les arrestations, les oppressions, les tortures, les emprisonnements, les peines complètement arbitraires, bien sûr, on n'est que humain. Donc finalement, la peur, elle est revenue maintenant, elle n'est pas installée. Ça, j'en suis certaine. Et les gens attendent vraiment un certain point parce qu'on sait très bien que le Covid est revenu, la deuxième vague a été assez violente en Algérie. Maintenant, il faut tirer des leçons au vu de ce qui s'est passé samedi passé en France aussi, les manifestations, l'énorme manifestation qui est arrivée, j'étais au milieu. On voit qu'il y a un moment où le degré d'indignité en fait, dépasse la peur en face. Il n'y a plus d'équilibre. Quand la peur, elle baisse, ou qu'elle ne baisse pas, mais par contre, l'indignité, en fait,
l'indignation, pardon, elle remonte comme ça en degrés, ben oui, il n'y a plus une chose à faire, c'est qu'on sort et on dit stop. Pourquoi les Algériens n'optent-ils pas pour un autre moyen de lutte que la manifestation pacifique dans la rue? Pourquoi, par exemple, n'optent-ils pas pour la désobéissance civile? Pour rester chez soi, ne rien faire, rester chez soi. Tous les moyens sont bons. Et effectivement, c'était une proposition avant le 12-12. Tous les moyens sont bons. Et ils ont vu, en fait, que c'est une classe qui tenait tous les pouvoirs et ils sont unis. Ils parlent d'oligarchie. C'est une oligarchie. C'est vrai que ces 20 ans de Bouteflika, ils ont créé une clientèle qui se compte par millions. C'est une oligarchie. Ce sont des millions, des gens qui ont trouvé leur compte. Bien sûr. Vous savez là ce qui se passe, vous savez depuis l'article de L'Ouatan là, sur les biens malakis de la famille de Gaïd. Oui. Donc que ses enfants ont hérité par la suite. Oui. Donc finalement, non, il y a quelque chose de plus grave encore. Oui. Vous savez que c'est bien. Moi, je viens de Annab, donc voilà, la même mise sur. J'en sais quelque chose. Donc je suis en contact avec des gens là-bas. Eh bien, figurez-vous que ces biens malakis, ils sont surveillés. Surveillés par qui, à votre avis? Ils ont un surveillant privé ou là, non, c'est des policiers. Qui paye les policiers? L'État. Qui a l'État? Elle a d'où cet argent-là? C'est l'argent du peuple. Donc en fait, l'argent du peuple, il est payé à des policiers qui surveillent des biens mal acquis. Des biens volés au même peuple. Des biens volés au même peuple. Donc voilà, en fait, on n'en est pas sorti à cause de ça. Donc il y a un moment donné, il faut une prise de conscience globale, et une unité, une solidarité, et de la part des gens des forces de l'ordre aussi, parce que c'est des citoyens, c'est le peuple aussi, et qu'à un moment donné, il faut qu'ils soient solidaires avec le reste des citoyens, au lieu de taper dessus avec des bâtons et les servir sur des plateaux en argent à une oligarchie justement qui veut s'accaparer, qui est dans la prédation, qui prennent, qui se servent dans le bien public. Alors, un communiqué vient de tomber de la présidence de la République où on nous informe que M. Tebboune aurait été déplacé vers une autre unité de soins où il serait en convalescence et il nous fait dire lui-même, le président, qu'il est en bonne santé, que ça s'améliore, que dans quelques jours, il va revenir sur Ard al-Watan. C'est pas venu de son fils cette fois Ah, c'est pas peut-être. Parce qu'il y a eu quelque chose d'assez gravissime. Oui, parce son fils qui communique. Exactement, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que fort possible aussi qu'il est dans un tel état et que peut-être qu'eux-mêmes ils ne veulent pas retourner avec Tebboune en Algérie et que fort possible que finalement l'équipe de soins l'a remis à sa famille. Donc là, on n'est plus du tout dans une configuration d'une personnalité publique, en l'occurrence quelqu'un qui occupait la fonction du président de la République, normalement, je ne sais pas, j'ai oublié comment. Staff médical. Donc normalement, c'est son staff médical qui communique autour de sa santé. Mais il paraît que c'est son staff médical qui a communiqué. Il semble. Cette fois-ci. On va nous ramener le communiqué. Donc la dernière fois, c'était bien son fils. En tout son cas, fils ce qui est qui a absolument, téléphoné à un conseiller de la présidence, M. Allaham. Donc franchement, et lui-même l'a dit. Ouais. C'est le fils qui m'a appelé, alors je vous rassure, il va bien. Alors, Wahab, Hamidi, c'est très bien, Hamidi, pas de souci. On n'a pas de lien de famille, il faut bien préciser. Donc, alors, Wahab, franchement, j'aimerais que nous puissions rester un peu sur ces petits constats terre à terre, mais qui peuvent être une clé pour l'avenir. C'est vrai que depuis 1962, on est pris en otage. C'est une mafiocratie, c'est une voyoucratie qui s'est donné tous les dehors de l'État, toutes les façades, tous les ordres de la République, les tapis rouges, les orchestres, le cérémonial. Mais derrière, il y a des vulgaires voyous. C'est des gens qui, dans certains, nous les connaissons. Nous connaissons leur nom. Ils sont milliardaires en dollars. Exactement. Milliardaires en dollars. Oui. Alors les millionnaires en dollars, ils se comptent par millions. Pardon, par milliers. Les gens qui ont pris des riches en milliards de dinars, là, ils se comptent par dizaines de milliers. Exactement. Donc c'est une vraie oligarchie, mais en attendant, le pays est en train d'aller droit à sa perte, parce que ça ne peut pas continuer comme ça.
Nous avons la plus mauvaise école du monde, une université aura des pâquerettes, un secteur de santé complètement en faillite, des banques qui n'en sont pas, des gens qui ne sont même pas capables de payer les pensions des retraités, etc. Ça veut dire que je m'arrête là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Wahab? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que le peuple fasse pour recouvrer non seulement sa souveraineté, mais surtout sa dignité? C'est un des plus beaux pays du monde. Il est très vaste, il est très riche. Ces enfants sont en train de se jeter à la mer, qui sont en train de mourir par milliers parce qu'ils rêvent de l'autre rive. Ils veulent tous quitter leur pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que le peuple soit associé à la décision politique pour son destin. Il attend qu'on l'invite? On ne l'invite pas. Enfin, la politique, on n'a jamais réinventé la politique. Depuis toujours, c'est des rapports de force. Et ces rapports de force se gagnent dans la rue. Donc, quand on change le régime, soit par la violence ou par... le peuple algérien a choisi le chemin du pacifisme et qu'il a inscrit sur du long terme. Enfin, s'il n'y avait pas la crise la crise sanitaire, peut-être on serait encore resté dans la rue. Donc, il y a eu ce choix qui a été fait d'une manière collective, ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ça n'a pas été décidé par personne. Silmiya. Donc, parce qu'il y a eu des régimes qui ont été changés par la violence ou par des coups d'État, mais qui ont pu peut-être arriver à la démocratie. Mais le peuple algérien a choisi de s'inscrire dans la durée avec cette silmiya, ce qu'on appelle le silmiya. Mais ça reste toujours des rapports de force. Le pacifisme, pour ceux qui ne comprennent pas notre langue. Voilà, le pacifisme, donc c'est toujours des rapports de force. On se rappelle très bien que l'année passée, les élections du 4 juillet, normalement, à la base, il y avait le report, quand il y a eu la démission de Bouteflika, il y a eu la petite transition où le Ben Salah était chef de l'État, mais les élections étaient fixées pour le 4 juillet. Oui, Rdiri, si on rappelle, il y avait des candidats, y compris Rdiri, qui voulaient aller pour les élections du 4. Oui. Mais c'était la puissance la mobilisation de la rue qui a fait que on a annulé les élections de mois de juillet. On était rentré dans une transition parce qu'on était rentré dans un vide juridique constitutionnel, donc on était dans une transition. Après, le régime, n'a pas voulu gérer cette transition avec l'opposition. Donc il a voulu gérer cette transition. On se rappelle de la commission de dialogue qui a été instaurée. Après, rapidement, on n'a pas même pas vu... Il a voulu discuter avec lui-même, le régime, avec ses propres désignés. Après, on se rappelle le discours du 27 ou 28 août où Gaïd a appelé Ben Salah pour qu'il fixe la date des élections présidentielles avant le 14 septembre. Donc, c'est le régime qui n'a pas voulu s'inscrire dans cette transition, dans ce pacte politique concerté avec la population, avec ses représentants, parce qu'il y a des mécanismes qui nous permettent de réfléchir ensemble comment arriver à construire un nouveau régime. Donc maintenant, le problème qui se pose, c'est que ce rapport de force, voilà, le peuple... Un nouveau système, vous voulez dire? Un nouveau... Plutôt qu'un nouveau régime. Ah oui, après, je pense juridique. Moi, je pense que c'est donc un nouveau régime dans un nouveau système, ou complètement changer le système politique. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est les rapports de force à l'intérieur même du régime, parce qu'on sait bien que maintenant, vous l'avez bien dit tout à l'heure, que ça bouge. C'est ce qu'on a. Moi, j'aime pas utiliser le terme clan. Parce que pour moi, le clan, ça veut dire qu'on a identifié un ensemble de personnes qui appartiennent à un clan, ils sont identifiés. Oui. Alors que réellement, pour moi, c'est des rapports de force. Parce que on dit, pour moi, dans l'histoire... Mais comment on peut les appeler, ces groupes? C'est des groupes d'intérêt. Pour moi, c'est des groupes d'intérêt qui se rapprochent autour de la rente pétrolière. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que, près de la mamelle. Près de la mamelle. Ce qu'on appelle, j'utilise une métaphore à un moment que notre ami Farhat a utilisé souvent, maintenant qu'il est ministre. C'est le rapprochement de Hassim Saoud. Donc voilà, à chaque fois qu'on se rapproche de Hassim Saoud, on a plus de pouvoir. Oui. Donc voilà, c'est la distance par rapport à Hassim Saoud. Donc ce rapport de force à l'intérieur du régime, pour moi, je dis rapport de force pour ne pas utiliser clan. Parce que pour moi, dans l'histoire du régime algérien, le seul clan qui a existé, c'était le clan des DAF, qui était vraiment identifié, où ils avaient été solidaires entre eux. Oui. Donc on a vu qu'ils sont à un moment, ils étaient
à la tête du régime à la fin des années 90. Mais à part ça, on ne connaît pas. On parle beaucoup de clan de l'Ouest, mais finalement, quand on regarde les décideurs, on va trouver un patchwork. Oui, il n'y a pas de région, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie, exactement. Il n'y a que des intérêts. Et la preuve, c'était 2019. On a vu des personnes qui étaient... parce que des fois, on parle du clan sécuritaire, du DRS plus fort. Mais vraiment, on a vu que Tartag, rapidement, elle a été mis de côté. Le plus fort, c'était Gaïd, qui a nommé un général de la défense contre-avion comme chef sécuritaire. Donc on voit bien, il n'y a pas vraiment de clan identifié comme ça. Et puis dans les clans aujourd'hui, les membres passent de clan en clan. Voilà, c'est ça. Selon que le clan devient puissant, il y a de la migration dedans. L'actuel chef d'état-major, si on part sur cette logique de clan, qui maintenant on parle du clan de Gaïd contre le clan de Chinguireha. Alors que Chinguireha, il a été un homme de Gaïd, qu'il a été nommé Gaïd, parce qu'on connaît bien dans le fonctionnement de l'état-major algérien, c'est que le chef des forces terrestres, c'est lui toujours, par tradition, succède qui devient chef d'état-major. Donc, le chef d'état-major, il choisit très bien son poulain qui est chef des forces terrestres. Donc, maintenant dire oui, le clan de Gaïd, je ne comprends pas du tout cette logique. Personne n'y comprend quoi que ce soit. Alors que c'est la réalité, et surtout, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a ces 20 ans de Bouteflika où l'Algérie, c'est pas Bouteflika, c'est juste pour fixer la période, où l'Algérie a engrangé plus de 860 milliards de dollars pour rester sur les chiffres corrects, de dollars de rente pétrolière. Et cette rente n'a pas disparu. Elle a été recyclée dans l'économie. Absolument. Donc voilà, elle a créé une oligarchie. On a créé une oligarchie. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on a mis tout le monde en prison. Non. Il y a des gens, on peut en dire des noms. C'est pas l'endroit et il n'y a pas d'intérêt. On peut citer des familles, on peut citer des noms qui sont hyper riches en Algérie. On n'entend jamais parler. Personne n'en parle. Personne ne connaît. Comme les Kouninef, à un moment, personne ne connaissait Kouninef jusqu'en 2019. Des Kouninef, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est sûr. Et tout ça, c'est ce qui construit le régime. Et la solution, comment faire ? La solution, c'est de continuer à créer ce rapport de force qu'on doit gagner. Parce que le 2019, qu'est-ce qui a manqué ? Mais nous ne sommes pas organisés, nous ne sommes pas structurés. C'est la question, je vais finir sur ça. C'est que 2019, quand on était sorti dans la rue, on s'est retrouvé au mois de février, au mois de mars, le rapport de force a été gagné par la rue. On n'a pas su ou réussi à transformer ce rapport de force dans la rue à une offre politique alternative. C'est pour ça qu'on a vu certaines personnes, ils ont vu dans Gaïd Salah comme le sauveur, par naïveté peut-être politique. Mais Gaïd, à l'époque, il a donné cette assurance de sécurité, parce que c'est à un moment, au mois de mai, au mois de juin, pour certaines personnes, ils ne voyaient pas le bout du tunnel. Pour des gens peut-être politisés, et ils avaient une certaine imagination de comment réfléchir à cette transition, mais les citoyens pas très politisés, ils ont vu dans cette contre-révolution pilotée par Gaïd Salah comme un refus sécuritaire. Donc pour ça que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui croient à Tebboune comme leur président. Donc voilà, donc on n'a pas, il n'y a pas, il faut dire les choses comment, l'opposition algérienne, elle a été déstructurée, elle a été complètement effacée, et 2019 on est arrivé avec zéro. Voilà. Belkacem Naïd Saleh, je suis tenté de vous poser la même question. Ces gens-là, ils sont devenus inefficients, y compris dans leur propre intérêt. Ils ne sont même plus capables de se mettre d'accord, ni de faire fonctionner leurs relais habituels comme d'habitude. C'est-à-dire même leurs relais ne sont plus là pour nous mentir. C'est-à-dire même pour mentir, ils ne sont plus là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les laisser nous mener droit au mur, attendre comme ça, ne pas rien faire. Attendre l'inéluctable, attendre que la crise se complique avec la crise économique qui déboule. Alors, j'essaierai d'apporter un petit bémol à ce qui a été dit. Quand on parle des affaires d'un État, nous ne parlons pas d'une boutique. Il faut prendre la position de cet État dans le concert des nations, dans les rapports internationaux, et nous allons revenir à la situation interne. Ils n'ont pas les moyens, cette manière un petit peu chaotique de voir les choses, ils n'ont plus les moyens économiques et financiers pour essayer de continuer dans
cette manière du bricolage de la situation. Il n'y a plus de moyens. L'État n'a pas les moyens. Le pouvoir n'a pas les moyens, qu'ils soient aériens de façade. Et puis, il y a un élément majeur. Et le système ou le régime a une base sociale. Cette base sociale a été, d'une manière ou d'une autre, elle a été complice. Et c'est pour cette raison que nous sommes arrivés à cette situation où nous avons dit dès le départ que l'initiative devrait être prise par le pouvoir politique pour jeter des passerelles avec la société, parce que nous savons qu'ils n'avaient pas la solution. Et en contrepartie, nous savons que le peuple, il y avait au sein du peuple du Hirak, il faut être honnête avec soi-même. Moi, je parle de mon pays, je ne parle pas d'un autre pays. Je dois être honnête avec mon peuple, avec mes frères et mes sœurs. Il y avait du clivage, il y a du clivage, il y a le choc de 92, il y a un clivage pertinent et un clivage destructeur de la société algérienne. À partir de là, nous sommes arriver à une situation où personne ne peut présenter une alternative. Nous n'avons pas de classe politique, nous n'avons pas d'élite politique qui doit revenir, qui doit reprendre. Nous n'avons pas aussi, on est resté dans le choc de 92 entre le clivage et un débat clivant entre les islamistes et les démocrates, et j'en passe des meilleurs. Maintenant, il y a une situation. Cette situation veut que la situation doit être résolue politiquement. En dehors de ça, personne ne peut résoudre cette chose parce qu'elle devient compliquée. Cette situation, cette manière de vouloir expliquer une situation politique complexe par des interprétations, des analyses simplistes, nous mène droit vers le chaos, nous mène droit vers le mur. À partir de là, nous sommes habilités à parler avec l'institution qui est le pouvoir réel afin de jeter les passerelles d'un lendemain meilleur. Qui va parler, Belkacem Naïd Saleh? En l'occurrence, en la situation, il y a un régime qui est complètement éclaté, qui n'a plus de milieu, qui n'a plus de noyau, qui est dans les clans, ou on les appelle comme on peut, les groupes d'intérêt, sont en prise les uns avec les autres. Et de l'autre côté, une société qui est là en attente d'on ne sait quoi, qui avec le corona donc a vu s'essouffler ou se mettre en récréation, j'allais dire, le fameux mouvement de contestation. Quand vous dites on doit faire, on doit ceci, on doit cela, qui au juste? C'est le pouvoir réel. Permettez-moi d'être honnête avec vous. Je vous dirai que si l'état-major sifflera la récréation, tout le monde doit se soumettre à cette décision. Il appartient à l'état-major de l'institution militaire de déterminer. Elle peut prendre l'initiative. Elle connaît les figures de proue du Hirak avec qui elle peut discuter et qui sont... Mais autant vous êtes en train de leur demander de se saborder. Ce sont eux les maîtres du jeu. Vous leur demandez de se saborder, mais ils ne l'ont jamais voulu. Pendant Gaïd Saleh, le Hirak, qui était un temps soit pro-organisé, avait exprimé des demandes très claires. La transition, un processus constituant, des élections au moment voulu. Il n'a pas voulu. Le régime ne veut pas. Ne veut pas. Le régime, le pouvoir militaire, la réalité du pouvoir, elle ne veut pas aller dans le sens que vous dites. Mais elle ne peut pas y échapper. Maintenant, il y a le corona, il y a une crise économique, il y a des lendemains incertains. La situation est grave. Et je pense qu'au sein de cet état-major, il y a des gens sensés. Au sein de l'institution militaire, il y a des gens sensés qui savent où elle peut mener cette manière, l'obstination à ne pas vouloir faire, à décider au-dessus d'un élément majeur de l'équation qui est le peuple. Il ne peut pas rentrer en conflit avec le peuple. Et le peuple a prouvé qu'il était attaché et qu'il ne veut pas faire les mêmes erreurs de 1990. Il appartient à l'institution militaire de prendre l'initiative. Il n'y a pas de honte à prendre l'initiative et à discuter avec son peuple. C'est de ça que nous parlons. Restez avec nous, Belkacem Naïd Saleh. Alors, nous allons en arriver. D'abord, nous allons demander à Houssine de nous lire le communiqué de la présidence. Et après, si vous le voulez bien, Farida Hamidi, Wahab Hamidi et Belkacem Naïd Saleh, en attendant que nous soyons rejoints par Zoubida Assoul,
de parler des côtés juridiques de cette situation. Alors, Hussein, est-ce que vous pouvez nous lire donc ce communiqué de la présidence? بيان من رئاسة الجمهورية الجزائرية امتثالا لتوصيات الفريق الطبي يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله. انتهى البيان. Reprendre, nous n'avons pas entendu le début. بيان من رئاسة الجمهورية الجزائرية امتثالا لتوصيات الفريق الطبي يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله. انتهى البيان. Merci. Alors, commentaire rapide sur ce communiqué, si vous voulez. Rien de nouveau à l'Ouest. Franchement, Alors, tout à l'heure, Wahab Hamidi, vous nous avez fait remarquer très justement, Yatek Saha, un article que vous avez trouvé sur le journal officiel, l'article 144, je n'ai pas sous les yeux... Oui, 144, oui. Quelle loi? De la Constitution. De la Constitution, hein, l'article 144 de la Constitution. Alors je vais le lire. Écoutez bien, mes chers amis, c'est très très important. Et Zoubida, ceux qui viennent nous rejoindre, et Belkacem Naït Saleh, tous deux juristes, je leur demande d'écouter avec attention parce qu'ils vont devoir nous éclairer. Alors, article 144. La loi est promulguée par le président de la République dans un délai de 30 jours à compter de sa remise. Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par l'une des autorités prévues à l'article 187 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 188 ci-dessus. Mais ce qui nous intéresse, c'est le premier alinéa. Alors, puisqu'il s'agit en l'occurrence, pour ce qui est du projet d'amendement de la Constitution. Donc, M. Tebboune est censé signer la loi portant projet d'amendement, portant amendement et référendum, etc. Or, l'article 144 dit clairement « La loi est promulguée par le président de la République dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa remise. » Or, le Conseil constitutionnel a remis... a validé 10 jours après le référendum qui a eu lieu. En tout cas, le Conseil constitutionnel a validé le 12 novembre. Le 12. Ça veut dire que normalement, M. Tebboune, selon la loi, les termes de cette loi que vous nous avez remis, il est censé la signer avant le 12 décembre. Exactement. C'est ça? Oui. S'il passe le 12 décembre, c'est hors la loi. C'est pas normal. On sera dans un vide juridique parce que c'est l'ancienne Constitution qui continuera d'être appliquée. Ça sera un vide juridique. Donc, soit le Conseil constitutionnel se réunira et va faire ce qu'on appelle une fatwa constitutionnelle pour peut-être statuer sur ce vide juridique, ou considérer que la loi, le référendum est caduque. Donc, voilà. Ou alors ce sera l'occasion de démontrer qu'il y a un véritable état d'empêchement du président. Ça veut dire, oui, voilà, exactement. C'est l'occasion. C'est l'occasion pour le Conseil constitutionnel de dire il a passé la durée que lui donne la Constitution pour promulguer une loi d'une si grande importance, donc il est dans un état d'empêchement et nous allons convoquer la procédure. Exactement. Alors je vais me permettre d'abord de recevoir Zoubida Assoul. Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'ICP, merci d'être avec nous. Bonsoir Sijamal, merci et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Alors, Zoubida Assoul, est-ce que vous avez entendu, lorsque j'ai lu l'article 144 de la Constitution? Oui, je le connais parfaitement. Très bien. Alors, est-ce que M. Tebboune a l'obligation, donc, de signer, de promulguer la loi portant amendement constitutionnel avant les 30 jours? Absolument. Je l'avais déjà dit auparavant avec d'autres médias. En fait, en l'absence d'un texte particulier
concernant l'amendement de la Constitution. Quand on regarde les dispositions qui régissent l'amendement de la Constitution, on ne trouve pas de délai. Donc on revient à la règle générale, parce que l'amendement de la Constitution doit être promulgué par le biais d'une loi que le président de la République doit signer. Donc on revient à la règle qui est justement bien précise dans l'article 144 que vous venez de lire, c'est-à-dire que le président, dans tous les cas d'espèce, quand il doit promulguer une loi, il a 30 jours depuis qu'il reçoit ce projet de loi. Pour ce qui est de l'amendement de la Constitution, on va prendre en considération la date de proclamation de résultats par le Conseil constitutionnel. Donc effectivement, le président doit signer la loi portant amendement de la Constitution avant le 12 décembre. Et sinon, quelle lecture la juriste que vous êtes pourriez faire sur cette vacance, sur cette carence? Sinon, elle devient caduque parce que là, j'ai entendu un de vos invités qui parlait de fatwa. La fatwa, quand est-ce qu'elle intervient, si on peut l'appeler ainsi, la fatwa? En fait, le Conseil constitutionnel, son rôle, c'est de donner la bonne interprétation d'un texte de la Constitution. Ou quand il y a une loi qui n'est pas totalement conforme à la Constitution, il est là pour apporter et dire ou bien la constitutionnalité ou la non-constitutionnalité de ce texte de loi. Mais il ne peut pas, quand il y a un article qui est précis, il y a une règle, quand le texte est clair, on ne peut pas faire d'interprétation. L'interprétation intervient lorsque le texte est ambigu ou pas clair, et tu reviens aussi, même dans l'interprétation, à l'esprit de ce texte-là, parce qu'il y a la lettre du texte et il y a aussi l'esprit. Or, dans le cas précis, on ne peut pas attendre après un mois pour promulguer la loi portant amendement de la Constitution. Et est-ce que le Conseil constitutionnel peut se saisir de cette carence du président à signer, selon les délais impartis par la loi, un tel projet d'une telle importance qui est le fruit d'un référendum populaire, enfin du moins ce qu'ils disent eux, pour décréter que son état de santé l'ayant empêché de faire face à ses obligations, le Conseil constitutionnel met en branle le processus d'empêchement. Est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait se servir donc de cette faille, de cette carence, pour mettre en branle le processus d'empêchement? Écoutez, il n'a même pas besoin de cela pour faire l'application des dispositions de l'article 102. En fait, l'article 102 de la Constitution, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule que lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, ce mot durable, ce n'est pas précis dans combien de temps. C'est-à-dire que le président est empêché d'exercer ses prérogatives constitutionnelles. Donc, il se trouve dans l'incapacité totale d'exercer ses fonctions. Voilà ce que l'article 102 dit. Le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit. Oui, mais comme l'article en question ne prévoit pas la durée, comme vous êtes en train de dire, et que l'article 144 est là, est-ce qu'il ne pourrait pas s'en servir? Non, il peut déjà, avec cet article-là, vous ne m'avez pas laissé terminer le reste de la lignée première de cet article 102. Le Conseil constitutionnel, pourquoi il se réunit? Il doit se réunir d'abord juste pour avoir vérifié la réalité de cet empêchement. Ici, on parle de l'empêchement, on ne parle pas de la vacance. On parle juste que le président, dans le cas que nous vivons actuellement depuis 45 jours, aujourd'hui le 30 novembre 2020, ça fait 45 jours que le président est empêché d'exercer ses fonctions de président de la République pour cause de maladie. Alors, le Conseil constitutionnel doit se réunir juste pour vérifier justement cet empêchement par tous les moyens appropriés et propose à l'unanimité au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. C'est juste l'état d'empêchement, ce n'est pas la vacance. Et dans ce cas-là, c'est le président du Conseil du Sénat
qui va occuper par intérim pendant 45 jours. En attendant, c'est juste la période de l'empêchement. Si après les 45 jours de cet intérim du président du Sénat et que le président n'est pas de retour dans ses fonctions, mais si de retour, il doit pouvoir exercer ses fonctions. À ce moment-là, c'est le Parlement qui va, à ce moment-là, décider de la vacance avec 2/3 et chambres réunies des deux chambres du Parlement. Donc voilà, donc le Conseil constitutionnel, actuellement, si on doit juste appliquer l'article 102, il peut se réunir obligatoirement et il peut saisir, par exemple, au lieu que ce soit la présidence ou le fils du président qui nous donne, soi-disant, des nouvelles de l'état du président, c'est le rôle constitutionnel du Conseil constitutionnel. C'est stipulé clairement qu'il est la seule institution habilitée à justement informer le peuple algérien sur l'état réel du président, de santé du président. Et restez avec nous, Zobeida Assoul. Alors, pour ceux d'entre nos téléspectateurs qui n'ont pas compris le communiqué en arabe, je l'ai ici en traduction. Le président Abdelmajid Tebboune, qui est hospitalisé en Allemagne depuis plus d'1 mois, a donné ce lundi 30 novembre des nouvelles de son état de santé, annonçant son retour dans les prochains jours en Algérie. Conformément, alors et là je cite, conformément aux recommandations du staff médical, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, poursuit ce qui reste de sa période de convalescence. Après avoir quitté l'hôpital spécialisé en Allemagne. Le président de la République rassure le peuple algérien qu'il se rétablit et qu'il reviendra dans les prochains jours en Algérie. Farida Hamidi, voilà ce qu'il vous dit. Il finit ce qui lui reste de convalescence et qu'il va rentrer, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Oui. Et donc, s'il est en convalescence, pourquoi il ne s'est pas adressé à nous ? Parce qu'il n'est pas en convalescence, c'est parce qu'ils sont en train de se donner le temps de se retourner pour trouver un nouveau casting, comme vous avez dit tout à l'heure. On n'est pas du tout dans une configuration où les gens réfléchissent de manière à organiser des élections, faire participer le peuple. C'est pas ça. Le désir, c'est comme les élections du 12-12 en fait. Elles n'avaient déjà à la base aucune légalité déjà en soi. C'était bien après les 45 jours de la démission de Bouteflika. Donc en fait, on est dans une configuration illégale dès le départ. Donc en fait, on n'a même pas besoin de dire que c'est un président désigné en fait. L'organisation de sa propre élection, elle était hors la loi. Donc et encore, hein, je n'ai pas de connaissances techniques juridiques, je suis psychologue, je ne suis pas une personne de droit. Donc en fait, c'est l'évidence. C'est l'évidence et qu'il n'arrive pas à comprendre, et là je rejoins le camarade de tout à l'heure, c'est qu'il disait qu'il faut qu'il comprenne qu'il faut faire participer le peuple maintenant. C'est pas... Mais Farida, il y a des moments où, qui me groupe l'arabie, on n'a plus les moyens d'exprimer. C'est un peu comme l'autre. Mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on est dans une aliénation générale. C'est pour ça, mais c'est pas faux. C'est qu'en fait, c'est que vous avez une communication. J'en ai déjà parlé hein, de la communication en fait contradictoire. C'est que ça bloque la personne. Ça ne vous donne pas la possibilité de réfléchir. Et là, en fait, tout à l'heure, quand vous parliez de Gaïd, qui a accentué en fait sur la sécurité. Alors que le peuple est dans la rue pour demander la liberté. Donc en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de faire parfois le parallèle entre les politiques de différents pays. C'est pas pour s'intéresser à des pays étrangers au détriment de la politique de son propre pays, en fait. C'est que ça m'intéresse, c'est pour faire le parallèle. C'est qu'il faut savoir qu'en France, depuis les années 80, voire depuis les années 70, on travaille
sur cette notion-là. Et ça fait partie des guerres psychologiques au sein des peuples. Et c'est ce qui arrive en Algérie, en fait. C'est qu'on a été maltraité psychologiquement. C'est que vous avez la loi de liberté et de sécurité qui court depuis les années 70. Arrivé à un moment donné, c'est pour télescoper les deux. Et c'est ce qui est arrivé avec Gaïd. Le peuple, il est dans la rue, il demande la liberté. Lui, il propose la sécurité. Sauf que c'est la liberté qui garantit la sécurité, non le contraire. Alors, Wahab Hamidi, M. Tebboune, il n'y a pas longtemps, au journal L'Opinion, je crois, c'est ça, français, il lui a dit « Je suis le président le mieux élu depuis l'indépendance ». Alors qu'il sait, lui, il sait très bien qu'il est le fruit du plus grand boycott électoral depuis 1962. Il le sait. Il sait que l'opinion le sait. Et il sait que nous le savons. Mais il l'a dit quand même. Je suis le président le mieux élu dans les élections les plus transparentes depuis 1962. Et là, bonhomme a disparu depuis 45 jours. Aucun signe de vie. Rien. Et là, il nous dit, Abdelmajid Tebboune poursuit ce qui reste de sa convalescence, de sa période de convalescence. Ça veut dire qu'il est en convalescence. Or, pour quelqu'un qui comprend un tant soit peu la langue française, la convalescence, ça veut dire qu'on est guéri. On est complètement guéri. Maintenant, on se repose de ce qu'on a subi. C'est ça la convalescence. Oui. Or, il ne s'est pas adressé à nous. On ne l'a pas vu en masque, on ne l'a pas vu marcher. On ne l'a pas vu marcher même tenu par son fils ou sur un fauteuil roulant. Rien. Et il nous dit, il poursuit ce qui lui reste de convalescence et qu'il va bientôt rentrer en Algérie. Mais c'est incroyable, ces gens-là. C'est incroyable. C'est une communication un peu, je ne sais même pas si on appelle de la communication, parce qu'il y a des communiqués contradictoires. Des fois, ça vient de la présidence. Vous avez dit que c'est le staff médical qui a communiqué. Oui, c'est le staff médical. Donc, on ne connaît même pas son staff médical. Enfin, on ne sait même pas qui des Allemands ou c'est des Algériens qui l'ont accompagné en Allemagne. Donc voilà, et tout ça rend... Et c'est un communiqué de la présidence. De la présidence. Mais peut-être c'est pour ça que Macron a dit de Tebboune qu'il est très courageux. En fait, je pense qu'ils ne peuvent pas communiquer autrement que comme ça, parce qu'effectivement, je voulais rebondir là-dessus. En fait, quand vous avez le président Macron qui fait sa sortie de vendredi passé, du vendredi, je ne sais plus de quelle date, qui vous dit que c'est un président courageux, en fait. Et peut-être courageux, ça veut dire qu'il n'hésite pas à mentir comme ça. Ça veut dire c'est ce qu'il voulait dire. Je pense que tellement courageux qu'il peut mentir de cette façon. C'est une manière, en fait, c'était une double communication. Emmanuel Macron, il parlait aussi à d'autres pays européens, en fait, qui ne sont pas forcément dans la même lignée que sa politique. Qu'est-ce qu'il voulait dire, d'après vous? C'est un petit peu pour rassurer, c'est que les rênes sont dans mes mains. Voilà, parce que les autres, en fait, ceux qui ne sont pas très d'accord avec lui sur cette politique-là exercée en Algérie et en Afrique d'une manière générale, c'est la peur du déferlement d'immigrés, en fait. Alors, Zoubida Assoul, ce dernier communiqué de la présidence où M. Tebboune s'exprime personnellement, où on met entre guillemets, où on dit que M. Tebboune poursuit ce qui reste de sa période de convalescence après avoir quitté l'hôpital spécialisé en Allemagne. Le président de la République rassure le peuple algérien qu'il se rétablit et qu'il reviendra dans les prochains jours en Algérie. Zoubida Assoul. Ce communiqué porte plus d'ambiguïté que d'information. En fait, on n'est pas mieux informé sur l'état du président. D'abord, il quitte un hôpital spécialisé en quoi? On ne l'a jamais su. Deuxièmement, il quitte l'hôpital vers où et quelle institution? On ne le sait toujours pas. Et puis, il va revenir, il va continuer, il va terminer sa convalescence. Ça veut dire que sa convalescence a déjà commencé et qu'il est en train de finaliser sa convalescence. On se rappelle très bien, moi, je fais toujours le lien avec Abdelaziz Bouteflika, quand il est sorti de Val-de-Grâce et qu'il est parti en convalescence aux Invalides, on nous l'a bien montré. En réunion, malade, mais on a eu droit à des photos. Quand même avec le chef d'état-major, Feu Gaïd Salah, avec le Premier ministre et tout ça. Mais on a eu droit à des photos. Ce président, s'il est guéri de sa maladie, et c'est ce qu'on lui souhaite de toutes les manières,
on aurait eu quand même droit à des photos, comme quoi le président, voilà, il est bien vivant, il se rétablit, etc. Moi, je pense que c'est encore une manœuvre, c'est encore une autre volonté de continuer à nous berner. Bon, il doit bien rentrer un jour. Ils nous disent il va rentrer dans les jours prochains. Ça peut être 2 jours, comme ça peut être des semaines, comme ça peut être des mois. Je n'en sais rien, des jours. Je ne sais pas comment quelqu'un peut les compter. Donc, en fait, on n'est pas mieux informé en conclusion sur son état de santé. Et de toute façon, ça ne peut pas changer parce qu'en fait, c'est toujours le même système. C'est toujours le même logiciel de fonctionnement qui est là. Rien n'a changé. C'est pour ça que nous, à chaque fois, on le dit, le problème en Algérie, ce n'est pas un problème de changer le nom d'un président ou de changer un gouvernement, mais plutôt de changer de système de gouvernance, de système de fonctionnement qui permettra effectivement une certaine transparence et un respect pour le peuple, pour rendre compte au peuple. Avant de nous quitter, Zoubida Assoul... Je termine cette phrase. Oui, pardon. Ce président qui avait dit qu'il était le mieux élu depuis 62, ça veut dire qu'il doit rendre quand même compte au peuple qu'il a élu au moins. Il doit lui rendre compte de son état de santé. Il doit respecter les dispositions constitutionnelles. C'est ce qu'il fait. Il vous dit, je suis en convalescence, je suis bien, je vais rentrer. Je suis sorti de l'hôpital spécialisé, je me trouve quelque part, peut-être en train de prendre des vacances. Zoubida Assoul, je vais vous lire, avant de vous demander... D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Karim Tabou, puisque vous venez de sortir du procès? Oui, ça c'est... en fait, on a passé probablement toute la journée, parce que moi j'ai dû quitter, j'ai dû plaider parmi les premières plaidoiries. On était, je pense, une trentaine d'avocats. Ça s'est passé normalement, un procès, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que on avait soulevé justement des vices de forme parce que Karim Tabou ne pouvait pas, sur la base de l'article 1er du Code de procédure pénale, aucune personne ne peut être jugée 2 fois pour les mêmes faits, même si on leur donne une autre qualification. Ce sont des choses qu'on a relevées devant le tribunal et qu'on avait demandé justement l'annulation tout simplement de ces poursuites, puisque Karim Tabou a déjà été jugé et condamné pour ces mêmes faits et ces mêmes déclarations par la Cour d'Alger. Donc, quand on a entendu en fait les réquisitoires du parquet sur ce qu'on a soulevé comme vice de forme, avant d'aller vers le fond, on était contents, on était confiants, comme à chaque fois, on est toujours naïf, on reste naïf. On s'est dit, voilà, il a parlé des droits de l'homme, du respect des droits des citoyens et que, voilà, il a demandé l'application de la loi sur tous les éléments qu'on avait proposés. Mais après, sur le fond, quand les interrogatoires étaient terminés, son réquisitoire, c'était 3 années de prison. Il a demandé 3 ans de prison. Voilà. Et c'est en délibéré ou c'est quoi maintenant? Je n'ai pas eu encore de retour de la part des confrères. Je ne sais pas si les plaidoiries se sont achevées parce qu'on était très nombreux. Moi, j'ai dû quitter vers 14h pour aller visiter justement Khaled Dramm et Rachid Nekez qui sont en prison à Koléa. Et donc, je n'ai pas encore de retour de la part des confrères. Et merci. Merci Zoubida Assoul, merci Belkacem Naït Saleh que nous n'avons pas pu joindre de nouveau. Merci Farida Hamidi, merci Wahab Hamidi. Avant de nous quitter, chers amis, d'abord merci de nous avoir suivis. Je vais vous lire la définition de convalescence selon Google. Et c'est vraiment un hasard incroyable. Hein. Alors, comment Google donne la définition de convalescence? Période de transition. Période de transition entre la fin d'une maladie et le retour à la santé. Donc, M. Tebboune, il est dans cette transition pour laquelle félicite M. Macron. Il est donc dans cette transition. Entre la fin de la maladie, ça veut dire qu'il n'est plus malade, la fin de la maladie, et le retour de la santé. Ça veut dire qu'il ne lui reste qu'à faire un peu de footing pour revenir en courant. Et merci de nous avoir suivis.